Bonsoir Terence. Ça. Bonsoir Paul, qui est en différé. Bonsoir. Alors je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour une émission un peu spéciale qui change un peu des dernières émissions littéraires. Dans celle-ci, on va analyser le gagnant du Goncourt. C'est tout récent, il a été annoncé la semaine dernière. Donc c'était une de tes idées, Terence. Peux-tu un peu nous expliquer la genèse de ce projet ? Après les émissions littéraires précédentes qu'on avait pu mener, pour ceux qui ont pu les regarder, l'idée m'est venue de, pourquoi pas, proposer un défi lecture, un rallye lecture à l'équipe de Radio Croissant, et qui plus est, choisir le Goncourt, dans un but encore une fois didactique et pédagogique auprès de nos auditeurs. L'idée elle est très simple. Pour quelqu'un qui n'a pas lu le Goncourt, comment briller en société sans l'avoir lu auprès des repas de fin d'année qui vont avoir lieu. Exactement. C'est pourquoi j'ai demandé à l'équipe de Radio Croissant de se pencher sur la question, sur le problème, et nous allons vous faire découvrir ce merveilleux roman qui est L'Anomalie de Hervé Le Tellier, pour que d'ici 2 semaines, vous soyez capable de faire croire que vous l'avez lu complètement, et encore plus, bien mieux compris que l'ensemble de la société. Exactement, tu as très bien résumé la chose. Je tiens à préciser que autour de cette table et aussi à Lyon, grâce à la magie, de l'internet, nous avons des personnes qui ont lu ce livre, qui se reconnaîtront, d'autres qui l'ont moins lu, qui se reconnaîtront aussi. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer, qui sont ici sur le plateau et qui n'hésitez pas à nous poser des questions et à parler. Vous êtes également les merveilleux chroniqueurs de ce Radio Croissant. Salut tout le monde. Alors, le gagnant a été annoncé la semaine dernière, donc il s'agit de L'Anomalie. Nous sommes 3 ici à l'avoir lu. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur déjà ce que vous avez pensé du livre. Également, on va échanger sur le Goncourt, pourquoi il a gagné, quels sont ses idiosyncrasismes comparés peut-être aux autres Goncourt précédents. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que l'on résume sommairement ce livre. On a lu la 4e de couverture qui n'est pas forcément très représentative et j'aimerais bien que chacun d'entre vous partage une 4e de couverture qui aurait été honnête. Polo, tu veux commencer ? Non, pas spécialement. Bon, Ça mérite d'être honnête. Je t'en prie, Terence. Eh bien, je me lance. Donc, L'Anomalie est un livre qui ne se veut pas être un livre de genre, mais au contraire un livre qui va multiplier les genres. C'est ce que l'auteur lui-même cherche à vendre, sans se décrédibiliser en disant qu'il souhaite vendre le livre de cette façon-là. Donc, c'est un mélange à la fois de romans blancs, de romans d'amour, de romans policiers, de polars, qui sont mélangés autour d'une trame qui se veut très simple, mais qui n'est pas donnée dans la 4e de couverture originale. Exactement. Et moi je pense au contraire qu'il aurait fallu communiquer dessus, puisque l'élément central du livre même n'apparaît pas dans son résumé. L'histoire elle est très simple. On a un ensemble de voyageurs, 11 qui sont pris dans ce roman, parmi 200 voyageurs qui ont pris 243 voyageurs qui ont pris un avion. Et on découvre au cours du livre que cet avion en fait est une copie qui est apparu dans le ciel d'un avion qui s'était déjà posé 3 mois auparavant. Exactement, en mars 2021. Tout a été dédoublé, les personnels comme les objets qui composent cet avion, et donc on va suivre une équipe scientifique et les équipes fédérales des États-Unis qui vont chercher à la fois à trouver une raison métaphysique, une raison scientifique à cette apparition ou cette anomalie, et en parallèle, la rencontre entre ces doubles et eux-mêmes. La narration, elle se veut complexe, en prenant à chaque chapitre un point de vue différent des personnages, qui sont tous différents entre eux, avec un registre narratif qui se veut différent à chaque passage, et donc à chaque style d'écriture. Bah écoute, merci beaucoup. Moi je vais reprendre la 4e de couverture, car le début
donne envie de lire. Je vais vous lire, c'est un début somme toute assez classique d'un roman type thriller, mais c'est sur la fin où je trouve que la quatrième se perd. Est-ce volontaire ou pas, nous en échangeons plus tard. Donc je vais vous le lire, la première partie n'étant pas de moi. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages. Slim Boy, pop star nigériane, las de vivre le mensonge. Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles. Ou encore Victor Misol, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Là commence ma partie. Ni ses passagers, ni même le lecteur s'imaginaient à quel point leur vie et la fabrique même de la réalité allaient être bouleversées. Roman rythmé et agréable, l'auteur nous offre un ouvrage à consommer sans modération. L'Anomalie vous propose un thriller intelligent où se mêlent philosophie, science et une bonne dose de suspense. Voilà ce qui aurait été pour moi une quatrième plus honnête, qui donne envie, parce que ne boudons pas notre plaisir. On a quand même lu ce livre avec une certaine aisance, et à titre personnel, ce n'était pas une mauvaise expérience de lecture. À toi, Polo. Merci. Je vais revenir effectivement, et ça va être à peu près le même résumé. C'est l'histoire du coup d'une anomalie. Un avion qui faisait donc un trajet Paris-New York, qui, à un moment dans le temps, va se retrouver dédoublé. Un avion va continuer son trajet de façon logique, en ayant traversé les intempéries, et 3 mois plus tard, ce même avion, qui a comme fait un voyage dans le temps, va de nouveau aussi arriver, et en fait, du coup, tout l'intérêt finalement de ce livre, c'est de voir donc la gestion de cette anomalie par l'ensemble de la planète. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre le phénomène, l'analyser, l'expliquer aux gens, comment est-ce qu'on gère les conséquences et ainsi de suite. Et on voit à la fois donc l'aspect mondial, l'aspect finalement la grande histoire, donc comment est-ce que ça s'imbrique dans notre compréhension du monde. Et ensuite on voit la petite histoire par le biais de chaque passager dont on a pris le point de vue. Globalement, si je dois donner mon avis, j'ai plutôt apprécié effectivement ce livre, c'était plutôt agréable à lire. J'ai eu du mal à me lancer dedans parce que certains personnages, certains points de vue qui étaient pris, notamment donc dans la toute première partie où on présente finalement les personnages, m'ont pas forcément, m'ont plutôt rebuté. Mais sinon après le reste de la lecture s'est fait sans aucune difficulté et c'était quand même très, très intéressant et on souhaite savoir, on avale le livre assez rapidement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je crois que Clément, tu voulais intervenir ? Alors j'ai une question. Quand vous parlez de cette quatrième de couverture, est-ce que le fait de ne pas justement révéler ce que c'est que l'anomalie et de simplement dire qu'il y a un événement qui a un impact sur la vie de ces personnes, c'est justement pour laisser le doute et permettre aux personnes d'acheter le livre pour qui ne rebuterait pas les gens qui se diraient « Ah non, encore un truc de temporalité ou de science-fiction ». Exactement. C'est ce qui est fait et on reviendra aussi dessus plusieurs fois, mais c'est un petit peu vendu comme un certain nombre de films qui par exemple sont vendus comme des films d'action et par exemple quand les gens vont aller le voir se rendent compte qu'il n'y a pas du tout d'action, que ça va être par exemple un thriller extrêmement pesant ou par exemple certains films qui sont vendus comme des films d'auteur, des films d'horreur, mais qui sont des films d'auteur. Et qui sont des films d'auteur. Ouais, et c'est exactement la même chose qu'on retrouve dedans. Or, je trouve que le fait de le vendre comme ça ne lui donne pas l'intention réelle. Exactement. Et est quand même un petit peu mensonger au vu de la prétention qu'a le livre quand on le lit. Et là, cette prétention est-elle réussie ou non ? Ça, par contre, ce sera autre chose. Si je peux faire un commentaire sur ce qui a été dit, Amine, tu as dit quelque chose de très important au tout début, c'est que seulement 3 personnes ont lu ce livre, et c'est là, je trouve, la magie de ce prix Goncourt et de cette maison d'édition, c'est que vraiment, ils n'ont pas peur de prendre des risques à publier un livre qui sera lu juste par 3 personnes. Et merci Nico. Et oui, voilà, donc on salue nos confrères de CNews, de BFM qui ont fait leur travail de journaliste. Le seul détail par rapport à nous, notre travail d'amateur, c'est que nous avons évidemment lu le livre. Mais pour Et quel livre et quel livre. Et voilà, mais pour revenir sur ta remarque, Clément, du fait que
que la quatrième omet volontairement cet aspect. Non, je peux te regarder, ce n'est pas si dérangeant, car tu es dans la diégèse de ce podcast, car tu es vraiment ici. Oui, c'est pour ça que dans ma quatrième que je me suis permis d'écrire, je n'ai pas parlé de ce concept de double, mais ce que j'ai soustrait à la quatrième qui existe, c'est son aspect qui donne l'impression qu'on est sur un roman introspectif ou un roman policier lambda. Pour te donner un exemple, dans ces quatrièmes, il est écrit « Tous croyaient avoir une vie secrète, nul n'imaginait à quel point c'était vrai ». Je trouve que ça dépeint très mal le livre, ça ne dit rien et ça plutôt mène sur des fausses pistes. Ça le dessert même parce que on lui met des phrases très généralistes comme ça qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel livre. Or, c'est quand même un livre qui a été, peu importe ce que dira Hervé Le Tellier, même s'il nous écoute, il a été conçu et taillé pour un concours. Exactement. Et ça transparaît tout au cours du livre. Et quand on lit la quatrième de couverture, là on la retrouve chez Gallimard. Je suis déçu de Gallimard qui vend un livre de cette façon-là, alors que c'est quelque chose qu'en fait, une quatrième qu'on est censé retrouver dans une édition, une maison d'édition beaucoup moins prestigieuse. Une dernière question sur la quatrième de couverture. Est-ce que c'est l'auteur qui l'écrit cette quatrième de couverture? En règle générale, non. Non, c'est l'éditeur. D'accord. Ça pourrait expliquer certaines choses. Bien sûr. Fait très intéressant d'ailleurs, le titre originel du livre ne devait pas être l'anomalie. Et l'auteur explique que ça devait s'appeler Le cas Dostoïevski, en référence à un livre de Dostoïevski où il y a une histoire de dédoublement. Et il dit que au cours de son livre, il a préféré, et c'est toujours là où on ne sait pas si le jeu c'est l'auteur ou c'est l'éditeur, il a préféré trouver un titre de livre plus simple et qui sera peut-être plus accessible aux autres parce qu'il ne citerait pas Dostoïevski au final. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on y reviendra peut-être dans l'analyse de fin, mais je trouve qu'il y a une petite mise en abîme sur justement le choix de l'écriture et du titre qu'on retrouve effectivement dans le livre, et c'est assez intéressant. Ça serait intéressant d'en parler. Ah, clairement, et on va en parler avant de peut-être se jeter dans le récit lui-même. Il serait intéressant de parler un peu de son auteur et également de son auteur et du Goncourt. J'imagine que, messieurs, vous êtes un peu renseignés sur Hervé Le Tellier. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ses œuvres précédentes. Non. Ce n'est pas mon cas. Je ne le connaissais pas d'ailleurs. Oui, également, et j'étais assez surpris dans un certain sens, c'est pas le premier prix littéraire qu'il gagne. Ce monsieur qui a l'habitude d'écrire des romans, des nouvelles, de la poésie et même des pièces de théâtre, il a obtenu déjà en 2007 le prix du roman d'amour, 2013 le prix de l'humour noir, le prix Botul en 2016 et en décembre 2020, donc la semaine dernière, le prix Goncourt. Et il était candidat aussi à 3 autres concours, il me semble. C'est exact. Et en plus de sa carrière, d'écrivain, comme beaucoup, il est diplômé de journalisme, il est journaliste. Il a travaillé avec les anciennes équipes de Charlie Hebdo, il a écrit pour Le Monde. Et Le Canard. Et pour Le Canard enchaîné. Et il est mathématicien de formation. Il a un doctorat, je crois, en mathématiques. Et c'est assez intéressant, et à mon avis, c'est une raison pour laquelle il est membre et même président de ce groupe d'écrivains qui est l'Oulipo, qui justement essaie un peu de mettre des contraintes quasiment mathématiques à l'écriture. Je trouve que ça se ressent dans le livre. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier Goncourt d'un auteur issu de l'Oulipo. Je ne crois pas en avoir trouvé d'autres. Et Pas forcément cherché. voilà. Et l'Oulipo, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un groupe d'écriture qui a été créé dans les années 60. Les années 50-60, en après-guerre. En après-guerre, avec comme volonté de moderniser l'écriture en se réunissant en fait chaque mois pour réfléchir à des contraintes littéraires et donc d'écrire sur certaines contraintes quasiment
algorithmique dans certains cas. C'est exactement le même mouvement. C'est un peu une réponse à la française qu'on a eu des mouvements américains d'après-guerre qui se voulaient aussi de faire une littérature expérimentale. Néanmoins, le mouvement olypien, il revient peut-être un peu plus en réponse au mouvement surréaliste, qui était un mouvement qui était aussi français. Et donc, on continue dans la déstructuration du langage, la mise de contraintes pour écrire des livres, et effectivement des écritures algorithmiques ou mathématiques qui peuvent avoir lieu. L'œuvre la plus célèbre dont on entend parler tout le temps est la disparition de Pérec. Pérec qui était un membre principal de l'Oulipo, en tout cas un des plus populaires, avec Raymond Queneau, que par contre j'ai pu lire par le passé avec Pérec. Pour autant que ça n'est pas ma littérature, leur travail expérimental est intéressant en tant qu'expérimentation. Après, en tant que vécu littéraire, c'est autre chose. Alors, en sachant que c'est un petit groupe de personnes, parce que c'est une entrée qui se fait sur cooptation, il y a l'unanimité, ce qui fait qu'il y a, je crois à l'heure actuelle, une dizaine d'écrivains qui font partie de ce groupe. Et du coup, dans le cas de Pérec, justement, il me semble que donc l'œuvre qui nous parle le plus, c'est celle dans laquelle il a écrit du coup un roman entier sans utiliser la lettre E, il me semble. La disparition, je sais. Tout à fait. Et du coup, ça m'a intéressé de savoir effectivement donc, quelle était la règle que peut-être Hervé Le Tellier s'était imposé sur l'écriture de l'anomalie, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne fais pas forcément souvent attention du coup au format donc, de l'écriture des gens, et c'est vrai que là, j'ai pas forcément trouvé le lien. Alors, lui-même a annoncé que ce n'était pas un livre oulipien. Pour autant, il y a une influence qu'on peut retrouver par un moment, mais ce n'est pas un livre à contrainte, ce n'est pas un livre oulipien. Ça, et lui-même le dit, et c'est annoncé comme ça, et il n'y a pas de prétention oulipienne. Pour autant, on retrouve des moments, des effets de style oulipiens, des passages oulipiens, ou des références qui ont lieu avec. Et sans doute des références qui nous dépassent, parce qu'il y a quand même une dimension initiatique au sein de ce groupe-là. Exactement. Et même si on ne voit pas l'écriture algorithmique dans le livre L'Anomalie, on peut voir quand même un style qui est assez changeant. Je pense notamment au tout début de l'œuvre où on dépeint qui on pense être l'un des personnages principaux, donc Blake, qui malgré ce nom-là est français. Et c'est une écriture qui est au début, qui est très directe, qui interpelle quasiment le lecteur, assez proche même de la familiarité. À titre personnel, c'est une écriture qui me fait un peu, qui ne me plaît pas, mais rapidement, il va abandonner cette méthode descriptive pour revenir à une écriture somme toute plus classique. Moi, je dois dire que j'ai pas trop aimé ce ton familier au début. Alors, peut-être que oui, il me semble que tu avais noté quelques passages. Lire une partie qui se trouve dans les premières pages, parce que moi, comme toi aussi, Amine, j'ai commencé le livre, je me suis dit, bon allez, je vais aller sur le concours, il faut que je sois très neutre. Et les 2 premières pages commencent de façon très très stylisée, et là je me dis, oh putain, ça va être lourd, le mec veut faire du style, en veux-tu, en voilà, c'est très démonstratif. Il ne tient pas ce rythme-là sur tout le livre, aux grands yeux, merci. Mais ce style est quand même assez particulier, et je pense qu'il faut le dépasser dès le début du livre parce que tout n'est pas écrit comme ça, et peut-être qu'après on pourra aller sur une vue plus globale de l'appréciation du livre. Bien sûr. À ce niveau-là. Donc ce passage est au sujet de Blake, qui est un tueur à gages. On a une brève descriptif de comment tuer quelqu'un, et là on a un passage où tout est écrit en prose et à aucun moment on a de dialogue formellement écrit. Tout est en prose. Reste dans la voiture, mon chéri. Mon Dieu, reste bien dans la voiture. Blake n'obéit pas, il suit sa mère. C'est un collé au poil gris, le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté, mais il n'est pas mort. Il geint, on dirait la plainte d'un bébé. C'est fini. Le garçon mime un peu la tristesse. Enfin, ce qu'il imagine être la tristesse pour ne pas troubler sa mère, mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée, dans le petit cadavre. Blake s'impatiente, il la tire par la manche. Maman, allez, ça sert à rien de rester là. Il est mort. Là, on y va. Je vais être en retard au foot. Donc voilà, une écriture ô combien très moderne, qui se veut aller un petit peu dans tous les sens, mélanger tous les registres avec une familiarité. Effectivement, il ne fallait pas que ça dure plus que quelques pages. Voilà. Heureusement, au bout de la 3e page, on quitte complètement ça. Dieu merci. Mais c'est vrai que quand on attaque le livre et qu'on a un petit ressentiment en se disant « Putain, je vais aller faire un bon cours, ça va être chiant, ça va être... » Bon, faut le dépasser quand même. Ouais.
Et au bout du deuxième ou troisième chapitre, on revient à quelque chose de plus classique. Toi, dans le style d'écriture, Paul, il y a des choses qui t'ont marqué, mis à part le début de l'ouvrage? En vrai, non, il y a vraiment que le début de l'ouvrage qui m'a marqué et je trouvais ça à la limite intéressant et j'aurais bien aimé effectivement que il colle à ce style d'écriture sur tous les passages parlant de ce personnage-là, quitte effectivement à ce qu'on ait finalement un style d'écriture par personnage qui soit traité. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez dommage que quand on revient facilement sur le personnage, on soit complètement sorti de ce mode-là. Alors Donc, pour moi, ça aurait dû être continué. Enfin, ça aurait dû. Je trouve que ça aurait eu du sens de continuer sur ce format-là à chaque fois qu'on parlait de ce personnage-là et de vraiment avoir un style défini par personnage. Alors, je pense qu'il a essayé de maintenir un style, notamment pour le personnage de Blake, qui est le premier, où il essaie, je trouve, d'ancrer le récit dans le réel. Et pour moi, Blake, c'est un peu le personnage de thriller qu'il faut suivre. Je dirais pas qu'il essaie de faire du Tom Clancy dans le descriptif, mais dans la manière dont il écrit son aspect méthodique, en décrivant certaines scènes de meurtre de manière précise. J'ai l'impression que Blake et les scènes de l'avion sont assez descriptives, sont assez techniques. Je reviendrai un peu plus en détail sur ça, mais il y a une volonté, notamment par ce personnage, d'ancrer le récit dans le réel. Oui, mais toute l'œuvre aussi est en partie comme ça. Après, j'ai pas envie qu'on attaque tout de suite sur des parties si critiques, mais effectivement, ces exercices de style, l'auteur veut marquer chaque chapitre par un personnage, par un point de vue, et par ce point de vue, adopter un style d'écriture différent. Le problème, c'est qu'on l'observe en fait pour les premiers chapitres de chaque personnage, mais on le retrouve pas tout au long du récit. Mais par contre, pour ce qui est de l'écriture, et sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord, enfin du moins Terence, on est d'accord, c'est sur l'aspect rythmique. C'est bien rythmé. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des cliffhangers à chaque fin de chapitre qui donnent envie d'aller plus loin. Et malgré ces 11 personnages que l'on suit, ces 11 x 2, il arrive à créer un récit sans qu'il y ait de confusion, malgré ce nombre important de personnages. Et c'est vrai que ça, on peut que tirer notre chapeau à ce rythme soutenu au sens positif et au fait qu'on soit très rarement confondu. J'ai jamais eu le besoin en fait, de revenir en arrière pour être sûr d'avoir bien compris ou de dire attends, à quel personnage il fait référence. Alors voilà, disons-le, ce livre, il faut le dire, c'est un bon livre. Oui. On a adoré le lire. 350 pages, on l'a lu dans la semaine, à aucun moment on s'est senti forcé. Moi, mes sessions de lecture, je voulais me lire 20-30 pages, au final je lisais plusieurs centaines de pages, sans jamais m'ennuyer. On finit un chapitre, on veut lire le suivant, on veut comprendre la fin, on veut savoir ce qui va se passer après. Il n'y a pas de personnage où on se dit « Oh non, pas ce chapitre, j'aime pas ce personnage ». C'est un moment très agréable. Nico ? Oui, alors je voulais dire que j'étais assez d'accord pour le rythme, c'est flagrant, mais moi ça m'a vraiment sauté aux yeux pour la personnage nigériane. Là pour le coup, j'ai vraiment senti le rythme. La personnage nigériane ? Ouais. Ah. Il n'y a pas une personnage nigériane, non ? C'est un homme. Oui, là, oui, alors après, si vous voulez absolument genrer, les personnages, ça vous regarde, mais moi, effectivement, j'ai adoré ce livre aussi. Bon, moi, après, j'ai un rapport assez particulier à la lecture, parce que j'ai été le premier à fonder un club de lecture en maternelle, à l'âge de 4 ans. Ouais. Et tu disais du Babar, je crois. C'était, ouais, voilà. Tu as réalisé un essai sur Babar. Voilà, et ça m'a valu aussi d'être élu lecteur de l'année par le magazine Astrapi. Et bon, enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai aussi remporté 3 fois le championnat de lecture rapide de Montpellier Business School. Donc, ce qui fait que ce livre, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais prévu de le lire dans la semaine aussi. Mais j'ai pas pu parce qu'en fait j'avais très envie de relire les 20 volumes de l'Encyclopédie Universalis que j'avais reçu à ma naissance. Du coup j'ai pu le lire que ce matin là. Et comme vous, j'ai adoré. Vas-y Polo. Personnellement, j'aurais un avis assez différent. Il y a des personnages, j'ai eu le livre assez tôt et pourtant je me suis retrouvé bloqué, notamment suite à 2 personnages où en fait
la présentation initiale, leur façon de parler, leur façon de penser, etc., m'a complètement bloqué dans ma lecture. Et je pense aussi que l'objectif de se dire il faut que je l'ai lu pour la fin de la semaine pour qu'on puisse en discuter, etc., n'a pas aidé. Mais vraiment, sincèrement, il y a 2 personnages qui m'ont fait poser le livre en disant non, là j'ai plus envie. Là, ça me. Ok. Bah, Et on va- après, du coup, assez agréablement, je n'ai pas retrouvé après ce cap-là, je n'ai pas du tout retrouvé donc ce sentiment de j'ai plus envie de lire. Les personnages étaient plus intéressants, enfin même les personnages après la première présentation étaient plus intéressants, ça a pu les développer. Donc là-dessus, effectivement, j'ai quand même apprécié lire ce livre, mais il y a quand même deux personnages, 2 introductions qui m'ont fait lâcher le livre pendant bien 1 ou 2 jours parce que plus envie. Ok. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que au début, on a l'impression que l'auteur veut faire un style pour chaque personnage, mais finalement ne le tient pas. Et moi, ce qu'on m'avait expliqué à l'école, quand il fallait écrire des choses ou quand on parlait de livres, c'est que normalement, un livre, quand on l'écrit, il faut qu'on ait une direction, on va dire, mais là j'ai l'impression qu'il a pris une direction au début qu'il n'arrive pas à tenir. Est-ce que c'est comme ça aussi dans ses autres livres? Est-ce que c'est voulu et c'est sa façon d'écrire? C'est-à-dire qu'au début, il en donne beaucoup, et puis qu'en fait, sur la fin, il redevient assez classique? Ou est-ce que ça dénote juste on va dire, un niveau peut-être d'écriture qui serait pas forcément au niveau d'un grand littéraire et que... qu'est-ce qu'il y a On derrière reviendra ça? sans doute plus tard sur cette question-là, entre l'intention de l'auteur, Ouais. réussi ou non, pari tenu ou pas. Nous, on a beaucoup de réserves et on a des éléments de réponse. Malheureusement, on n'arrive pas à savoir non plus précisément à ce niveau-là. Par contre, juste pour dire quelque chose sur les personnages, dans leur globalité, je pense qu'après on fera du cas par cas, parce qu'évidemment certains personnages nous ont plus intéressés que d'autres, et certains sont plus mémorables, et je pense qu'il y a un personnage principal, dans un sens, ou un plus important que les autres, mais dans l'ensemble, c'est vraiment des personnages archétypaux, où dans un sens, on s'en fiche un peu de leur vie, mais ils ont un point commun, c'est que ils sont tous assez Welbeckiens dans un sens, car ils sont tous perdus. Ils ont tous l'impression de vivre une vie morose. Il y a une véritable problématique sous-jacente qui est la problématique du couple et de la construction, car chacun connaît des déboires sentimentaux, et on a ce groupe de personnages qui, malgré des vies très différentes, du tueur à gages à un architecte à une pop star, qui sont liés par cet aspect d'être perdu dans la vie, et notamment c'est l'incapacité de vivre quelque chose de beau avec quelqu'un d'autre les rend moroses, et je trouve que c'est assez intéressant de faire ce choix là. Alors, effectivement, c'est des personnages qui sont typiques, des personnages littéraires typiques de notre époque. On est dans une médiocrité réaliste. Exactement. On n'est plus au stade des grands personnages qui sont des grands héros. On n'est plus à la mode des anti-héros. On est dans le strict contraire du héros qui est héros malgré lui, ou en tout cas du type lambda, du type moyen, qui se retrouve confronté à un phénomène qui le dépasse et que lui-même n'arrivera pas à dépasser parce que, pour paraphraser Nietzsche, il est humain, trop humain. Alors là, moi j'aimerais bien parler un petit peu de cette construction pour expliquer comment est fait le livre. Donc en fait, la construction est très simple. Elle est un peu faite en palindrome. On va voir les 11 premiers chapitres qui sont, chaque chapitre est la présentation d'un des 11 personnages. Des originaux. Oui, exactement. Des personnages de Mars. Voilà. Parce Du que mois de mars. voilà, ceux qui sont arrivés de l'avion qui était en mars, il y a l'avion de mars, l'avion de juin. Ouais. Donc on a 11 chapitres qui sont la présentation des 11 personnages un par un. Ensuite, on a l'arrivée de l'anomalie. Donc, Et dans chaque personnage, le moment où l'avion est dans une tempête, pour chaque personnage, c'est un événement marquant, parce que tous se rappellent, ils ont pensé mourir, ils ont pensé vivre un accident d'avion. Donc on sait que, voilà, que pour chacun, ce moment-là est quelque chose de surréaliste, qui va au-delà du simple trou d'air.
Et voilà, et donc pour chaque personnage, on sait bien qu'ils ont une vie, mais que ils savent qu'il s'est passé quelque chose. On sent qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas continue quoi. On ne sait toujours pas vers qu'il y un- a eu double. Exactement. On sait juste qu'il s'est passé quelque chose dans l'avion, on ne sait pas quoi. Et une grande partie de chaque chapitre se termine par un agent du FBI qui vient les chercher. Ouais. Et à chaque fois, ce suspense est joué et est très intéressant. Seconde partie, parce qu'il y a 3 parties dans ce livre. La seconde partie, l'avion a débarqué et tous les passagers se retrouvent enfermés dans un hangar et on a la communauté scientifique qui vient pour dire voilà, on a eu une anomalie, vous appartenez à un groupe de personnes qui viennent en gros du passé ou du futur, on ne comprend pas, et on a tous les débats et tous les échanges entre scientifiques, entre théologiens, autour de qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chose-là. Il y a une hypothèse qui est annoncée parmi toutes, qui est l'idée qu'on vivrait tous dans une simulation informatique, que notre réalité ne serait pas réelle, et qu'il y aurait des grands programmateurs qui auraient testé l'humanité en nous mettant face à face à nos doubles. Exactement. Et troisième grande partie du livre, où on va avoir chaque personnage qui est confronté à son double. Et à ce moment-là, on a toutes les problématiques qui étaient annoncées dans leur description en première partie, on a leur résolution, ou en tout cas leur résonance dans cette confrontation avec leur double. Par exemple, on va avoir ce jeune homme nigérien qui est homosexuel confronté à lui-même. Et donc là, on a une phase très, très freudienne de l'homosexuel face à lui-même, et comment ça se passe au niveau narcissique. Vous voyez quand je disais que c'était une femme. On va avoir un couple, par exemple, qui s'est séparé, Ouais. mais le double n'est pas encore séparé. au fait de cette séparation, et il l'aime encore. On va avoir un auteur, Miesel, Qui est suicidé en mars, qui s'est suicidé en mars. mais en juin. donc Et en voilà. juin, lui, il ne s'est pas suicidé. Donc c'est Il ne le sait pas seul à- pourquoi il se serait suicidé entre ces 3 mois qui sont écoulés. C'est le seul à ne pas avoir de double. Et il n'a pas de... Non, et il y en a un autre, qui lui est mort d'un cancer Oui, qui est mort d'un- entre-temps, et il Oui. se retrouve... Enfin, il le voit même pendant une courte période. il mais se oui, voit ouais. arriver pendant que son autre double est en Il est train de réanimation. mourir, ouais. Et donc, le livre prétend poser tout un tas de questions métaphysiques par rapport à la rencontre de soi-même. Qu'est-ce que c'est de se rencontrer face à un soi qui n'existe plus, qui s'est suicidé, face à un soi dans lequel on pourrait potentiellement tomber amoureux. Et voilà en gros comment est construit le livre, pour essayer de le résumer. Exactement, je pense que tu en as fait un très Donc, bon... Ça, c'est les grands enjeux et les grandes thématiques qu'il souhaite aborder. Celle du double et donc de la confrontation à soi, celle d'une possible réalité qui n'existe pas, et sans doute celle d'une définition, en tout cas d'une description de notre époque. Ah oui, bon, en parlant de l'époque, il capture bien les problématiques actuelles. Il y a évidemment ce personnage homosexuel. Il y a cette avocate cette avocate noire qui évoque les problèmes du racisme. On est toujours sur cette problématique du couple, comment faire vivre le couple dans le temps. Donc, il dépeint, c'est vraiment un ouvrage de 2020. Ouais. Toutes les grandes thématiques y sont abordées. On parle un peu de religion dans une sorte d'ersatz de la controverse de Valladolid. Est-ce que les doubles ont une âme? Sont-ils des créatures de Satan ou des créatures de Dieu? Donc il touche à énormément de sujets actuels. Alors, Polo, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que sinon, j'aimerais montrer en quoi il veut inscrire ce livre dans notre époque. Globalement, non, je pense que j'aurais peut-être plus de trucs. Enfin, ce que vous avez dit là me semble tout à fait correct. Peut-être si je devais apporter peut-être un aspect plus subjectif sur la préférence et sur effectivement ce qui s'est passé, finalement, je trouve que la deuxième partie est la plus intéressante. La partie en du fait, hangar la partie du hangar, la partie finalement toute où comment réagit le monde face à cette anomalie. Comment est-ce que les politiques, comment est-ce que l'organisation se met en place pour gérer d'un point de vue logique, religieux, ce bug de la matrice finalement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment dommage finalement qu'on s'intéresse tant aux personnages qui finalement n'apportent pas grand-chose, sinon effectivement intégrer un petit peu donc de l'année 2020 et l'année 2021 en y rajoutant des problématiques qui n'ont rien à voir avec le sujet et qui sont simplement posées là à mon sens pour
pour exister dans le livre, Oui. alors qu'effectivement la thématique principale était très intéressante et aurait mérité effectivement prendre peut-être une partie plus grande de ce livre. Je te rejoins sur plusieurs points. Déjà, le fait qu'il parle de la théorie comme quoi la réalité ne serait qu'une simulation informatique, assez intéressant. Et je suis d'accord que c'est une introduction à la problématique et que c'est une théorie qui mériterait qu'on s'y intéresse davantage. Également, quand tu soulignes que des thèmes sont abordés sans rentrer davantage dans le détail, je t'y rejoins également. Quelquefois, c'est vrai que certains thèmes, par exemple le thème de l'homosexualité, le thème du racisme, ils sont évoqués, mais si on les soustrait du récit, ça ne change absolument rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Je disais même que au-delà de certains trucs, de certains sujets, sujets de société qui étaient abordés, mais qui n'étaient pas nécessaires enfin, qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie du cœur finalement du récit. Il y en a même certains qui sont abordés en début pour dire j'ai abordé le sujet, mais qui finalement ne se retrouvent pas du tout ensuite dans comment ça s'appelle, dans la résolution des intrigues de chaque personnage, notamment sur la partie sur le racisme, dans lequel c'est vraiment développé dans la première partie avec le personnage, et où c'est complètement écourté puisque ce n'est plus du tout la bonne problématique quand il y a donc la résolution, quand il y a la confrontation des deux personnages. Je te rejoins et j'ai eu l'impression, là c'est une petite critique que je lui fais, c'est que sur certains thèmes, j'ai l'impression qu'ils sont là pour être là, dans un sens où j'ai l'impression qu'ils sont là quasiment pour un contrôle F. C'est-à-dire, on fait un contrôle F racisme, on a une ou deux occurrences, on tape le mot juif, on a une ou deux occurrences, on tape le mot Shoah, on a une ou deux occurrences, et c'est vrai que ça s'arrête là, et c'était un peu mon ressenti. Voilà. Il y a mieux. En fait, c'est du name et tout le livre, c'est du name et du concept dropping, si on peut dire ça. On a l'impression qu'il y a un ensemble de termes qui sont mis dedans dans le but de faire une photographie de l'époque. Alors, si on veut être positif au vu de ce qui est fait, on va dire que c'est parce qu'il essaye de représenter au mieux notre réalité actuelle. Je pense que si dans 40 ans on prenait ce livre-là et qu'on lirait, on aurait effectivement tous les mots-clés de 2020. On a Facebook, Instagram, Elton John, Twitter, Emmanuel Macron, on a une allusion à Trump, tout un tas d'allusions à Trump sans dire que c'est Trump. On a tous les termes de cette époque, on a confinement qui apparaît dedans, on a crise sanitaire, on a Villani, on a Villani, on a tout apparaît dedans. On a même les toilettes non genrées. Oui, exactement. Moi ça m'a tué parce qu'effectivement tu fais mais là c'est vraiment, il n'y a absolument aucun contexte, c'est vraiment juste pour dire oui, le FBI a des toilettes non genrées. Exactement. On est d'accord. À toi Nico. Je suis d'accord, moi ça m'a marqué aussi le fait qu'il y ait tout ça, mais sans jamais rentrer en profondeur. Mais l'ennui, c'est que j'ai pas su comment l'interpréter. Tout simplement parce que, comme dit l'injonction marxiste, comme je connais pas bien l'auteur Hervé Letellier, je sais pas d'où il parle. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a fait ça justement pour vraiment coller à fond à notre époque, c'est-à-dire une époque dans laquelle, pour vraiment énormément de sujets, on va les coller au racisme, à tout ce genre de choses, et vraiment en effleurant avec en fait le principe, vous avez parlé de mots-clés, le principe de hashtag, oui. où aujourd'hui vous voyez, je sais pas, un article d'une nouvelle Observateur avec un sujet, je sais pas, les jeux dans les cours de récré, ils vont juste écrire hashtag racisme pour le référencement. Pour le référencement de l'article. Alors, je pense qu'on peut répondre à cette question. J'espère que tu as raison. J'espère que ça a été fait de manière volontaire pour vraiment singer son époque, qui justement en lançant toutes ces pistes qui n'aboutissent à rien. Est-ce que c'est pas aussi une manière de se questionner, de dire mais ça ne sert à rien dans l'histoire, et peut-être que il tend à dire que aussi toutes ces problématiques de problèmes sociétaux, en fait, dans un sens, ils n'existent pas et ils ne rentrent pas dans l'histoire avec un grand H. J'espère que c'est ça. Je ne suis pas l'auteur. À titre personnel, je suis un peu moins optimiste. Je pense que c'était plutôt
une checklist, car comme tu as dit, c'est un livre de Goncourt, il a été écrit pour. Mais voilà, j'espère avoir tort. Est-ce que ça permettrait pas aussi, dans un rayon de supermarché, de magasin de livres, de pouvoir le mettre non pas dans la catégorie science-fiction, mais dans une autre catégorie qui serait peut-être plus mainstream et qui attirerait plus de monde? Alors, c'est pas un livre de science-fiction. Ah oui, non, absolument Il pas. n'est pas aventure dans le tel et ça n'en est vraiment pas un. C'est pas non plus un livre d'anticipation. C'est un moitié thriller, un moitié roman nouveau dans un sens. Le fait de l'ancrer comme ça dans une réalité qui est vraiment bien fixée, comme vous avez dit 2020, avec tous les éléments qui font 2020, on va dire, est-ce que c'est pas aussi une manière un petit peu d'être sûr de le vendre un peu à tout le monde? Bah, ça, c'est justement l'interrogation dans laquelle on n'a pas de réponse. Il y a celle qui serait de dire c'est parce que c'est un récit contemporain et qui veut coller et qui colle au mieux à notre époque, on va dire avec toutes ses qualités ou en tout cas avec toutes ses aspérités aussi. Moi j'ai un gros problème quand j'entends l'auteur, je retrouve la crainte qui est la mienne, c'est qu'elle elle ne marque aucune profondeur. C'est vraiment des lettres qui sont mises, qui assemblées font ces mots-là qui sont des mots de marque. Ça me fait penser à Fight Club, le film, où on va mettre énormément de marques, de publicité, on va vraiment les mettre en apparent, dans un but de critiquer la société consumériste et tout ça. Là, on ne trouve aucune critique derrière. Et c'est là où moi j'ai un problème. L'auteur parle d'un réalisme, il est vrai, mais il n'y a aucune matière en dessous. Je suis pas forcément d'accord sur ce réalisme. À mon avis, il dépeint 2020, mais il dépeint mal le réel. C'est-à-dire... C'est une photo, comme on a dit. C'est une photo, et c'est une photo de son époque. Le problème, c'est qu'il va être une photo de son époque, et il tente de l'ancrer dans un réalisme. Et sur ce point de vue du réalisme, c'est pour moi c'est quelque chose qui m'a embêté. J'aime beaucoup les romans qui sont vraiment ancrés dans le réalisme en voulant donner des détails. Et là, je pense qu'il aurait mieux fait de rester plus flou, parce qu'il y a énormément de tentatives de rentrer dans le réel, notamment quand il parle de termes scientifiques, quand il se sert de Blake pour faire une certaine... un peu à singer vulgairement du Tom Clancy en décrivant un tueur qui se sert de ses armes, en essayant de faire une phraséologie aéronautique qui essaie d'avoir du sens. La fin du livre où on parle d'un avion de chasse en décrivant ces missiles de manière un peu technique, il y a ces tentatives en plus de l'ancrer dans le réel. Et il le fait mal parce qu'il le fait de manière forcée et ça se sent. Alors, moi là où ça m'inquiète, c'est pas ça. Je pense pas qu'il le fasse de façon forcée. Moi je pense vraiment qu'il le fait de façon naturelle. Le problème, c'est que c'est fait avec une naïveté qui pour moi n'est pas du tout au niveau d'un Goncourt et n'est pas du tout au niveau de ce qui est censé être la littérature française. D'accord, mais je pense qu'il n'y a pas de naïveté, parce que pour moi j'ai eu l'impression l'aéronautique et les armes à feu sont deux sujets que je connais un peu. Moi j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un qui a essayé justement de juste faire une recherche Google missile américain pour abattre un avion de ligne et qui a pris le premier résultat. Donc, mais je suis d'accord. Sauf que justement, moi je suis persuadé que quand il écrit ça, il l'écrit, il met son point et il dit oh super, ça je sais que c'est réaliste. Oui. Et en cela il est sincère. Et en cela je trouve que c'est grave pour la littérature. C'est grave pour la littérature et par exemple. Et c'est pareil en médecine. Là où moi par exemple j'ai quelques affinités et des connaissances, c'est pareil. On a du basique de chez basique. À la rigueur, il a peut-être contacté un ami médecin pour dire est-ce que c'est probable. Exactement. Le médecin a dû lui dire ouais, bof, moyen. Et puis voilà, on n'est pas du tout chez Zola qui va voir des personnes se faire disséquer pour pouvoir décrire. Oui, ou Clive Cussler qui va concerter des gens du Pentagone pour savoir. Exactement. Ou la description des turbulences, il explique que ce sont des trous d'air alors que. Le cumuloningus. Alors qu'un trou d'air techniquement n'existe pas, c'était pas bien compliqué de rapidement expliquer ce qu'est un trou d'air, d'autant plus quand on parle d'un commandant de bord et de son copilote. Une phraséologie qui est la tour de contrôle de New York et de Boston, je crois, qui a des discours qui
qui n'ont aucun sens Bien sûr. et qui sortent totalement voilà, qui m'a fait sortir du récit. Moi, c'est vraiment quelque chose Ouais. qui m'a embêté. Quand il parle de musique, on voit qu'il parle de. Par exemple, on avait cet exemple sur Elton John où il avait Oui, bien repris. sûr. Et à un moment, on parle de Elton John, forcément, on C'est parle du morceau le plus Lyon-Sang. connu. Ouais. Lyon-Sang, oui. Et ça, moi, je trouve que c'est grave parce que ça montre déjà que le travail de recherche, il est minimal. Mm. Ça montre que les connaissances associées à ça, elles sont minimales. Et ça montre en plus que moi, je suis certain que l'auteur est satisfait et persuadé que ce réalisme-là est un réalisme érudit. Alors là, on est sur des thèmes mineurs. Mais là où c'est pas grave, c'est dangereux. C'est que quand sur des thématiques profondes et des thématiques où en plus lui-même se doit d'avoir une érudition forte, le niveau est au même niveau que le reste. Voilà, alors juste avant qu'on parle Ouais. de la théologie et de la philosophie, je passe la parole à Nicolas. Paul Et ensuite, aussi, on écoutera Polo. Peut-être que pour comprendre les réelles intentions et le degré de sincérité de l'auteur, toi, Amine, qui est habitué à correspondre avec les auteurs que tu lis, C'est vrai que je n'ai pas de correspondance avec Hervé Letellier. tu pourrais peut-être lui écrire un courriel pour lui poser les questions que nous tous nous posons. C'est une bonne idée. on l'invitera déjà à écouter notre émission. Polo. Là où je vous rejoins, je vous fais totalement confiance sur le fait que certains sujets sont abordés de façon superficielle ou en ayant fait un minimum de recherche. Par contre, peut-être que je suis moins d'accord sur la volonté ou la naïveté de l'auteur. C'est-à-dire que à un moment dans la mise en abîme, si ça vous dérange pas, on en parle rapidement donc de la Bien mise sûr, en parce que ça- mise en abîme. L'un des personnages est un auteur. Et il rédige un livre qui, justement, on va le comprendre, et finalement parle un petit peu donc de ce livre-là, de l'anomalie. Et il fait un travail de traducteur et il indique à un moment dans son texte que régulièrement, quand il fait des traductions sur des sujets pointus, il va faire des recherches à la va-vite sur Google pour avoir une traduction à peu près et que finalement ça passe parce que c'est pas grave, parce que finalement c'est pas le cœur du sujet et que très peu de personnes regardent le détail de ces traductions et que les gens viennent plutôt chercher le fond de l'histoire plutôt que effectivement le détail. Mais Et je pense que Et on même, est- même les points de détail. cher. Exactement. Alors, Et du coup, oui, je pense que de point de vue naïveté, je pense qu'il a conscience du fait que son écriture et ses écrits ne sont pas du tout à la hauteur si c'est étudié par des experts ou des gens éveillés au sujet. Mais je pense qu'il mentionne suffisamment de détails pour qu'un néophyte total puisse se dire ouais, ça passe. Mais on est dans un concours, merde. ouais, on est sauf censé que être là, on est au dans niveau. un concours chez Gallimard. C'est là où c'est grave. Et Nico, D'ailleurs, est-ce que vous savez combien le lauréat du prix Goncourt gagne? 3 millions d'euros. Non, pas du tout. Non, 10 euros. Ah non, non, excuse-moi, 3 millions d'euros, c'est de l'argent que ça rapporte à l'éditeur. C'est à l'éditeur. C'est à l'éditeur. Mais Autant il pour moi. reçoit 10 euros par l'Académie Goncourt, il me semble. Tout à fait. Il reçoit 10 euros. Il recevait 10 francs auparavant. Mm. Et en comparaison, le prix Nobel de littérature, c'est 900 000 euros. Ouais, bah, Après, le vrai bénéfice pour lui, c'est le fait que le tirage, ça va se bien vendre. sûr. Bien sûr, Et ils il sont- suffit de voir, mardi, Ça dit pour l'instant, selon 3 lecteurs de mon but. c'est vrai. Et qui plus est, un prix Nobel de littérature n'est pas élu à la suite d'une œuvre. C'est-à-dire que c'est pas un livre qu'on donne, donc ça va booster des ventes peut-être un peu plus globales et sur le fond. Le Goncourt, c'est sur un livre qui est sorti dans l'année. c'est Donc vraiment. il y a une ambition marketing derrière, où je pense que les bénéfices directs du Goncourt se retrouvent immédiatement, et donc le chèque est tout de suite encaissé, là où un prix Nobel, en plus, se verra pas forcément dans les tirages, mais plus dans l'histoire, il passera plus la postérité dans Vous l'histoire. l'avez dit alors. On est d'accord que le livre est un reflet de l'année 2020. Il est sorti en 2020. Quoi de mieux que de l'élire Goncourt que pour vraiment mettre le tampon 2020. Alors, j'aimerais juste faire un petit point rapide sur tout ce qui est de la naïveté, du fait qu'il n'a pas besoin de faire qu'il n'a pas fait beaucoup de recherches, et je vais répondre à ta question justement sur le Goncourt et 2020, car on aurait peut-être dû en parler avant, mais les autres lauréats du Goncourt aussi qui sont très 2020. Alors pour donner un exemple concret, Polo, tu disais que peut-être que cet aspect naïf, il l'assume parce que son personnage auteur avoue faire pas beaucoup de recherches.
Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, vous me direz c'est un détail, mais il y a une image dans le livre, à la page 212, si tu peux montrer à la caméra. À la page 212, on a la une du New York Times de 2021, sur lequel on voit un avion. Tu peux me redonner le livre, s'il te plaît? Alors, cet avion, on sait dans le roman qu'il s'agit d'un Boeing 787. Et là, on se rend compte en fait que sûrement au début de l'histoire, ça n'a pas été prévu que ce soit un 787, car l'image que vous avez vue n'est pas un 787, et même écrit un peu en dessous, on pourrait peut-être faire une incruse, c'est indiqué un Boeing 777. Donc déjà, on laisse dans la seule image du bouquin, il y a un souci qui est, il y a évidemment des travaux de relecture de la part de l'éditeur, qui est assez visible. Donc déjà, moi, c'est mon premier problème avec ce passage-là. D'autant plus que mettre une image avec un article de journal, je me suis dit également, tiens, ce serait intéressant aussi, car on voit d'autres articles sur le livre, d'y mettre des petites références pour les lecteurs les plus acharnés. Donc je me suis amusé à lire ces petits articles, qui sont malheureusement que des copier-coller d'articles qui existent déjà. Et pour moi, ça montre juste un travail vraiment fait de manière rapide et un manque de soin. Ouais. D'ailleurs, Moi, en voyant cette image, j'ai vraiment voulu me convaincre que l'erreur était volontaire. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser quand il y a eu toute cette médiatisation des feux en Amazonie, où il y avait eu énormément d'articles postés, où avec l'illustration des feux, c'était des trucs qui dataient d'il y a 15-20 ans. Quoi. Oui, c'était des fake news, on va dire. Et du coup, j'ai fait bien avec ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas espérer que ça fasse référence à justement cette espèce de travail bâclé négligé. Alors, je pense que ça pourrait faire ça, sauf que vu que dans le livre, par contre, quand les personnages lisent l'article, ça donne par contre le bon numéro le bon type d'avion, il me semble. Donc pour moi, ça serait une incohérence. Tu peux répéter s'il te plaît? Je t'ai pas très bien entendu. Je dis que je trouve l'interprétation fort cool. Honnêtement, ça me plairait. Par contre, il me semble que quand les personnages lisent l'article, qui nous lisent l'article, ils indiquent par contre le bon numéro. Oui, bien sûr, c'est l'image qu'il faut. C'est l'image et ce qui est écrit sous l'image dans l'article. Et c'est pour ça que vu que c'est aussi marqué dans l'article, le numéro, pour moi, c'est plus une erreur de l'auteur qu'une volonté de sa part de montrer qu'effectivement il y a des c'est davantage de On est d'accord, mais c'est une erreur qui ne doit pas être pardonnée pour un concours. Comment l'éditeur a pu laisser passer Bien sûr. ça, Et je reviens dessus encore, un éditeur comme Gallimard. Et Amine, tu t'es amusé à lire le texte qu'il y avait dedans. On se dit, c'est un auteur olympien, un mathématicien qui essaye de faire une trame narrative labyrinthique, où il va essayer d'aller chercher des petits détails, de mettre des petits trucs là-dedans. Ouais. Le texte à l'intérieur n'apporte rien. On se dit, peut-être qu'il va y avoir un code dedans, peut-être qu'on va trouver un élément secret qui nous permettra de décrypter l'anomalie, ou rien de rien. Et oui, aussi, ça montre bien où là, il a l'occasion de faire des références intéressantes et de donner un niveau de lecture supplémentaire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça échoue, mais je te laisse donner un exemple avant de parler des problèmes des références. Ouais, et après on parlera des problèmes qui, pour moi, sont d'autant plus graves. Exactement. Donc c'est un petit extrait sur les échanges radio, les échanges radio de la part de l'avion avec la tour de contrôle. Donc c'est comme ça. Air France 006 Mayday. Mon nom est Luther Davis, commandant aux opérations spéciales de Fédéral Aviation Administration. Pouvez-vous identifier encore, s'il vous plaît? Entrée code transpondeur 1234. Kennedy, je ne sais pas si vous savez, j'essaie de poser un 787 endommagé. Air France 006, Catherine Bloomfield, NORAD. Vous m'entendez? Le NORAD, la défense aérienne, vraiment, Markel France fait sourcil. Air France 006, que puis-je faire pour vous? Pour des raisons de sécurité, vous devez déconnecter le Wi-Fi à bord de l'avion.
Merci. Maintenant, s'il vous plaît, demandez à tous vos passagers d'éteindre leur portable. C'est fait depuis longtemps. Bon. Quelqu'un qui veut faire du réalisme, d'un échange radio, encore une fois, il prétendrait pas de faire du réalisme. D'accord. Mais là, ça n'a rien à voir avec ce que ce serait censé être. Et d'autant plus que c'est pour ça où c'est assez, c'est assez problématique. Ça aurait été mieux qu'ils gardent ce. On sent que c'est écrit par quelqu'un qui connaît pas la phraseologie de l'aviation. Ça, Alors c'est pourquoi pas- avoir besoin de citer le NORAD, de parler de transpondeur, mais sans connaître un 2, 3, 4 et c'est vraiment cet aspect dichotomique de. Il veut tenter d'ancrer dans le réel, mais sans faire l'effort nécessaire. Et pour moi, c'est clairement un. C'est pas la problématique majeure du livre. Si c'était que ça, ça irait. Moi, c'est plus sur l'aspect. Voilà, je sais pas si toi, l'aspect référence qu'on va aborder qui nous a beaucoup choqué. Mais pour revenir à cet ancrage dans le réel, Polo, t'as quelque chose à rajouter? C'est plus effectivement sur la partie autoréférence, etc. Mais je vais d'abord vous laisser en parler. D'accord. Bah, donc, on a pu dire que l'auteur essayait de mélanger différents points de vue. Moi, de mon point de vue, ça n'est pas réussi. En tout cas, ce n'est pas mené jusqu'au bout. C'est très superficiel. On a vu que l'auteur essayait d'inscrire son livre dans le réel de 2020. On a tous les noms qui apparaissent, mais de façon plus ou moins désorganisée et surtout de façon non maîtrisée dans des domaines qui sont un petit peu pointus, qui dépassent l'auteur parce qu'il n'est pas spécialiste. Le livre, il aborde plusieurs questions de fond. La question du double, donc la question De l'autre soi. de l'autre soi. Il pose la question de la possibilité de ce double et de la possibilité d'un monde immatériel et de vivre dans une simulation. En cela, il souhaite mettre en avant des questions qui sont d'ordre théologique, d'ordre métaphysique, épistémologique et scientifique. Et là, Il les survole. C'est le pire. S'il ne les nommait pas à un moment, il fait un petit aparté, enfin, quelques lignes sur le matérialisme. Et là, ça aurait été génial d'aller plus loin, parce que justement, le fait de vivre dans une simulation et que tout, au lieu que tout ne soit que matière, tout n'est que programme, tout n'est que code, c'est un vecteur assez intéressant pour ajouter du matérialisme, pour le matérialisme appliqué à l'informatique. Et ça aurait été quelque chose de super intéressant. je te laisse continuer, mais je vais vous lire après le passage où il parle de cette simulation. Parce que c'est très intéressant. Le livre va de cliffhanger en cliffhanger. Il met une pression constante. On arrive à un moment qui est très palpitant dans le livre, où en gros, on a l'avion qui arrive avec tous les passagers qui sont alarmés. On a le FBI qui est en train de recevoir les plus grands experts, les médailles Fields, les prix Nobel de sciences. Tout le monde arrive. On arrive dans un bunker top secret avec le président américain en visioconférence. On imagine vraiment des ralentis de partout. Tout le monde avec les lunettes de soleil. On se croit dans Docteur Folamour dans la salle de guerre. Ouais. Et on a tous les experts scientifiques qui se retrouvent pour vraiment on est dans un blockbuster, mais un bon blockbuster. On s'y plaît, on est à fond dedans, on se dit putain c'est génial. Et là, on a les scientifiques qui arrivent pour dire bon, écoutez, nous notre théorie c'est... Et là on se dit c'est super, on a un olympien doctorant en mathématiques, on va avoir des échanges fantastiques. Je te laisse reprendre la parole le temps que je retrouve ce passage parce que mes annotations sont très mal organisées. Il n'y a pas de souci. Donc je suis désolé, on va faire je vais passer sur l'aspect référence où comme je disais, il avait l'occasion par cette photo du New York Times de mettre des petits, ce qu'on appelle aujourd'hui des Easter eggs pour coller aux films ou aux séries actuelles. Et de temps en temps, il le fait. Il avait l'occasion de créer plusieurs niveaux de lecture, sauf qu'il explique chacune de ses références. Je vais donner un exemple concret. Les doubles sont questionnés par le FBI. Ils suivent une routine de questions. Cette routine de questions est tirée stricto sensu du film de Spielberg, Rencontre du troisième type. Et là on se dit ah, c'est sympa, il fait une petite référence, un petit hommage, un très bon film au passage, j'apprécie. Sauf que ça se finit, voilà, donc il y a tous les intérêts qui se passent, et le dernier qui est l'auteur dit ah mais vous me faites comme dans Rencontre du troisième type.
Et là, au forceps, il montre les références, comme le processus, le protocole qui a été développé par des scientifiques dans le cas où un avion se poserait en double, c'est le protocole 42. Et là, dit oui, 42, comme dans le guide du voyage interstellaire. Et tout est expliqué, ce qui fait que ça rend... ça détruit tout niveau de lecture, et ça aurait été plus intéressant, comme dans un bon film pour enfants, d'avoir l'écriture de base qui est somme toute intéressante, et si on a des références, si on connaît un peu le sujet, voir que, ah oui, tiens, il fait référence au film de Spielberg. Donc il sous-entend qu'en fait, c'était un protocole qui était plus lié aux extraterrestres. Ou inversement, quelqu'un qui regarderait Rencontre du troisième type et qui dirait, tiens, mais en fait il a repris, c'est génial. Ouais. Mais non, il faut qu'on nous mette qu'il se tire une balle dans le pied en expliquant parce que le passage que je vais lire comprend aussi ça. Mais c'est merveilleux, à part qu'on avait préparé l'émission. Et donc là, pour reprendre où j'en étais, on se retrouve au moment où le président de la République est face à un ensemble d'experts scientifiques qui sont arrivés à quelques consensus. Président de la République française? Non, américaine. Ok, d'accord, parce qu'il y a les deux. Il y a les deux, ouais. Et donc là, c'est le moment en gros où on aurait une sorte d'amphithéâtre des plus grands scientifiques de la Terre, les philosophes, des théologiens, qui ont été ramenés par le FBI dans la nuit, qui ont eu 10 heures pour faire une présentation au président de la République pour la théorie qui serait la plus probable. On nous dit qu'ils ont trouvé 10 théories, que seules 2 ont retenu leur attention, dont une seule. L'auteur est magnifique, grâce à ça, il arrive à... Grâce à ça, du coup, il dit, à partir de ce moment, il y a 8 théories qu'on ne va pas expliquer. Donc, hop, on supprime 100 pages du bouquin. Ensuite, il va dire, la deuxième, elle nous a pas trop intéressé, donc je vous l'explique en 2 phrases. Et là, on arrive à celle que l'auteur souhaite développer. Donc, déjà, on ne confronte l'idée que l'auteur souhaite... on ne la confronte à rien d'autre que par ce par quoi il souhaite parler. Voilà ce que dit l'expert. Bien, monsieur le président. Je vous demande d'imaginer des êtres supérieurs dont l'intelligence est à la nôtre ce que la nôtre est à celle d'un ver de terre. Nos descendants, peut-être. Imaginons aussi qu'ils disposent d'ordinateurs si puissants qu'ils savent recréer un monde virtuel où ils font revivre de manière précise leurs ancêtres, et les observent évoluer selon différentes destinées. Avec un ordinateur de la taille d'une toute petite lune, on pourrait simuler 1 milliard de fois l'histoire de l'humanité depuis la naissance d'Homo sapiens. C'est l'hypothèse de la simulation informatique. Et là, ce à quoi répond le président de la République, comme dans le film Matrix, ha ha. Encore une fois, on a une référence qui apparaît comme si on avait besoin de placer Matrix au milieu pour se dire ah, on est en train de parler de choses. Tout en passant, excusez-moi, et en passant un petit tacle au président, qu'on sait qu'il est président Trump, parce qu'on dit qu'il a un toupet blond. Voilà. Ouais. Et qui plus est, la page juste après, donc 50 caractères plus tard, faisant mine que le président américain n'arrivait pas à comprendre ce qui était dit, un de ses experts dit « Monsieur le Président, c'est comme la série britannique Black Mirror ». Bon. Et donc, on commence à développer cette théorie de la simulation informatique. On se dit c'est intéressant. On parle de Nick Bostrom, qui est un philosophe qui a théorisé cette chose-là. Hervé Letellier dira lui-même que c'est une conférence et un article de Bostrom qui l'a inspiré. On se dit génial, on va avoir une théorie qui va nous être expliquée, qui va nous être vendue. 1 page et demie plus tard, je vous expose l'idée générale. Je voudrais vous démontrer qu'il est assez probable que nous faisons partie de ces consciences simulées. Et voilà. Voilà la seule grande théorie qui est exposée dans le livre. Elle fait 1 page et demie. Le seul moment de science qui nous est donné, qui a pour but d'essayer de justifier ce qui se passe dans le livre, il est exposé en 1 page et demie. Encore plus trivial, c'est que... Avec une équation, bien sûr, qu'on ne nous explique pas, juste par plaisir de nous mettre une équation chez un doctorat en mathématiques. Et c'est trivial, et on apprend au cours du livre que ce n'est pas le seul avion à s'être posé, car le président américain contacte les Chinois pour leur expliquer ce qui se passe, et Xi Jinping lui dit ok, oui, très bien, et on apprend qu'en fait, on avait déjà un qui s'était posé en Chine avant, et la Chine n'a pas communiqué avec le monde. Que la Chine n'a pas communiqué avec le monde, évidemment. Et un scientifique chinois ou alors un membre du gouvernement chinois dit ah, eux aussi ils ont la piste, ils ont la théorie de la simulation. Oui, ok, donc c'était trivial, genre n'importe, enfin ça. Et donc à partir de là,
tout le livre, donc avec cette démonstration, parce que moi j'estime qu'on est dans un récit scientifique, donc on parle d'une démonstration, et bien avec ces 1 page et demie de démonstration, tout le livre, donc les 150 pages qui suivent, vont être basés sur ce modèle-là. Qui est on ne peut plus simple, c'est vraiment dommage de ne pas avoir... en fait, ne serait-ce que vulgariser la théorie de la simulation, qui est assez fascinante, théorie selon laquelle toute notre réalité n'est qu'en fait générée par des calculs soit grâce à une technologie que l'on ne peut comprendre, ou alors il y a aussi l'aspect, la théorie de la simulation en fait, qui est que seul le cerveau humain peut produire ça, et en fait c'est la théorie du rêve. Oui. Donc déjà, ne serait-ce que mettre quelques petites gouttes par-ci par-là aurait été intéressante. Or, il ne le fait pas. Juste avant, on a un expert scientifique qui vient nous parler de la théorie des cordes, ou la théorie des trous de verre. Ça fait une demi-page. On a un moment, un des personnages qui dit « Oh, c'est parfait, il me faut quelqu'un parce que ça doit être en rapport avec les topoi de Grothendieck. » Ou « J'adore cette personne, il nous la faut absolument parce qu'il est spécialiste dans la théorie des graphes. » À aucun moment ça apparaît. C'est du name dropping, comme tu l'as expliqué. Le problème, c'est que là, on est sur des sujets de fond qui devraient faire en sorte que ce livre, ça puisse être un chef-d'œuvre. Moi, je résume un petit peu mon avis, comme j'avais pu vous le dire hier. Pour moi, ce livre, il lui manque 200 pages. Et il lui manque 200 pages qui seraient des échanges, et des vrais échanges de fond, philosophiques, métaphysiques, théologiques, autour de ces théories-là. Et là, on est sur le problème, c'est un Goncourt, c'est un livre à Goncourt, et les Goncourt, maintenant, n'ont plus ces exigences-là dans leurs critères. Et juste avant de te donner la parole, Clément, j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose. Ce qui aurait été ne serait-ce que intéressant, c'est juste qu'il ouvre des portes pour au moins donner au lecteur quelques pistes pour s'intéresser sur le sujet, ce qui n'est pas le cas. Il fait, comme tu dis, du name dropping. Il n'intéresse même pas le lecteur à cette théorie-là. Je viendrai qu'on terminera cette émission sur quelques auteurs, si jamais on veut en savoir plus. Au moins, on fera le job de l'auteur qui n'a pas fait. Mais c'est vraiment dommage qu'il ne donne pas de pistes intéressantes sur des sujets ô combien importants. Clément, je te laisse la main. Alors, moi j'aurais 2 remarques. La première, c'est que j'ai l'impression que l'auteur a un peu fait ça en expliquant toutes ses références. Comme, vous savez, quand vous regardez une vidéo YouTube et que le youtubeur sait qu'il s'adresse à un public plus jeune, et donc à chaque fois qu'il donne une référence, il est obligé d'expliquer cette référence. Et moi j'ai vraiment l'impression que l'auteur il est parti sur l'idée de, vu que le livre je vais le vendre à plein de monde et que tout le monde n'est pas forcément adepte de tout ça, je vais expliquer. Et la deuxième remarque que j'ai, c'est que j'ai vraiment l'impression là quand vous le décrivez, que c'est un livre, il ne devrait pas avoir cette couverture, il devrait avoir une couverture avec une image, et avec un bandeau rouge, vous savez, en papier, avec écrit si vous avez aimé les dernières séries Netflix comme Dark, Stranger Things, avec le brisage du 4e mur, et ben achetez-le. Moi je vais redire, et du coup je vais te répondre, ce qui est grave, c'est qu'effectivement il va avoir un bandeau rouge qui va être ajouté là, et il y aura écrit Prix Goncourt 2020. Mais là, et que maintenant Netflix égale Goncourt 2020. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous expliquez, c'est-à-dire que dans Stranger Things, il y a un peu d'anormal qui est expliqué via des petits caméos en mode ah ouais, c'est comme dans tel film, il y a plein de références les gens comme pour ça. Des cons. Mais parce qu'ils sont peut-être cons aussi. Nico. Effectivement, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Ah bah ça c'est indéniable. Tu voulais rajouter quelque chose, Polo, j'ai l'impression? Oui, n'hésite pas forcément. Disons qu'en vrai, je pense qu'il a peut-être voulu éviter le piège qu'ont certains films Marvel, par exemple, dans lesquels, dès qu'ils ont besoin d'expliquer... Ben c'est grave, mais... On a parlé de Netflix et de Marvel, on parle du Goncourt, les gars, je suis désolé. On est la France, on n'est pas le Gabon, quoi. Attention. Je suis d'accord, mais en même temps, quand on regarde... Non mais merde, quoi. Bon, attendez, laissez-le parler. Non mais... Quand Marvel a besoin d'expliquer quelque chose qui est en rapport à la science, soit ça part dans du n'importe quoi, soit ça part dans quelque chose de simple à comprendre, mais de totalement faux. Et du coup, je pense que peut-être qu'il a juste pas d'idée ou de façon d'expliquer sa théorie de façon sérieuse. Il est doctorant en mathématiques, il est président de l'Oulipo, ça fait 30 ans qu'il écrit des bouquins. Mais peut-être qu'il ne sait pas vraiment écrire, qu'il a commencé son histoire... C'est son 4e. Non. Il sait écrire. Et peut-être qu'il ne sait pas vulgariser.
il n'a pas peut-être, il savait pas où est-ce qu'il allait. Mais alors, il n'a pas besoin de vulgariser. Il peut aussi faire un livre sur ces thèmes-là sans les vulgariser. Ou En alors en disant, étant fou. merde à ceux qui y connaissent rien. Écoutez, il y a plein de séries où les personnes ont démarré et puis ils se sont dit on va faire 2 saisons et finalement l'éditeur ou enfin la producteur a dit mais c'est vachement bien, il en faut plus et c'est comme ça qu'on arrive à des fins, notamment des fins décriées. On peut comparer à Lost, la fin de Lost est nulle, enfin pour beaucoup la fin de Lost est nulle, pour beaucoup la fin de Dexter est nulle parce que c'est des séries qui ont été construites au fur et à mesure et qui n'avaient pas été concrètement écrit dès le début avec un début, une fin. Peut-être qu'il a écrit son livre comme ça. Il s'est laissé aller à l'improvisation et à la fin il s'est dit merde, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bah tiens, partons sur la simulation comme dans Matrix parce que vu qu'on était en confinement, il a peut-être regardé Matrix, il s'est dit oh bah c'est vachement cool. Pour le coup, non. Pour le coup, non. Mais c'est pour ça que c'est grave. Pour le coup, non. Il s'est intéressé à un auteur qui s'appelle Nick Bostrom, qui a travaillé sur les théories de la virtualité. Il a même parlé dans une interview qu'il y a eu des colloques et des séminaires qui ont eu lieu sur cet auteur et qui s'est renseigné auprès de ces auteurs-là. Et il s'est dit, je veux parler de cette théorie et essayer de convaincre les gens de cette théorie. Mais écoutez, moi je l'ai pas lu, je fais partie des personnes qui ne l'ont pas lu. En vous écoutant et en comprenant ce qui se passe dans le livre, je comprends que la 4ème de couverture soit si légère et si pauvre. Parce que si vous expliquez plus que ce qui est dit sur le résumé, mais personne va lire le bouquin. Non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que regarde, non, parce qu'on l'a apprécié. On l'a apprécié, on a passé un bon moment à le lire. Moi j'ai indiqué que c'était un livre. C'est pour ça qu'on l'a lu pour les autres. Voilà, J'aime pas lire, alors là. C'est le but de Radio Croissant. Je reprends ma première où volontairement je disais que c'est à consommer sans modération. Oui, c'est un objet de consommation. C'était du binge reading. Un bon binge reading, c'était un objet de consommation. Et et là on a que parlé de blockbusters et de séries. Et je trouve qu'il faut que l'on parle du fait que lorsqu'il a été annoncé en tant que gagnant du concours, on a tout de suite a été énoncé le fait de l'adaptation en série. Et quand on le lit, on sent que ça a été conçu pour. C'était conçu pour une adaptation télévisuelle, même plus que filmique, mais télévisuelle, et ça se ressent dans son écriture. Je vais prendre un exemple en littérature par rapport à ce que tu disais quand tu parlais de Marvel. Quand je lis Anna Karenine de Tolstoï, il y a une centaine de pages autour d'un personnage qui s'appelle Lévin et qui parle de réformer le servage, de réformer la noblesse russe et qui parle de tout un tas de théories et notamment des théories socialistes qui proviennent d'Europe de l'Ouest et il confronte des opinions. Mais il part du principe que tu as lu Marx, il part du principe que tu connais Proudhon, il te fait pas un cours sur Proudhon pour dire bah écoute ça c'est bien, c'est pas bien. Il engage des nouvelles choses en disant bah moi je pars du principe qu'ils sont courants et s'ils le sont pas ils iront les lire. Mais je vais pas commencer à faire mon bouquin pour dire aux gens bah je vais mettre le nom de Proudhon et puis bah je vais m'arrêter là. Non, il va faire 100 pages d'écriture dessus et il va dire bah ceux qui connaissent pas et bah, ils ont qu'à aller les lire. Et j'espère que ce que j'ai écrit donnera envie d'aller le faire, mais je vais pas faire il donne juste envie de tiens, j'aimerais bien le voir en film. Et pour moi, c'est peut-être le premier concours où il a été conçu en fait pour un autre médium que la littérature. Ouais. Et ça se ressent. Vas-y, Polo. Vas-y, fini. Non, vas-y. Non, vas-y. En fait, quand on regarde un peu la genèse en fait de ce livre, j'ai découvert ça grâce à Wikipédia. En fait, globalement, il y a eu une nouvelle qui a été créée il y a quelques années sur un concours SNCF pour Halloween. Il fallait écrire une histoire, donc une histoire terrible. TER, voilà, bref. Et en fait, une histoire très très similaire a été présentée. Et juste avec la différence du coup où plutôt que des avions, c'était des trains. Et tout se passait en France. Et toutes les étapes, en fait, tout ce qui avait été donc proposé par Trump, etc., c'était en fait Macron qui était pris en place. Toutes les remarques, les remarques rigolotes où on se moque finalement de l'autorité. Qui dénonce. Voilà, effectivement. Et en fait, cette adaptation de sa nouvelle, finalement, en roman, elle a été faite, effectivement. Enfin, pour moi, son objectif, c'est pas de faire un grand roman, c'est de créer quelque chose qui, effectivement, pourra être adapté. Alors, c'est certain. C'était une phrase que j'avais trouvée hier. C'est pas un grand livre de littérature, par contre c'est un bon script. Et lui-même le disait à un moment dans une interview où il a dit, parce qu'on se posait la question hier en pré-production, j'ai trouvé une partie de la réponse, il a dit lui-même qu'il s'est inspiré des formes narratives
des séries où on suit un personnage par épisode pour essayer de le Clairement. retranscrire en livre et pas de faire un livre qui pourrait. Il s'est Pour moi, inspiré il a du modèle fait l'inverse. narratif des séries et il a essayé de le retranscrire en livre. Ce qui est en soi est une réussite, mais Dans ces Mais- conditions, chaque année, on va présenter un script au concours et puis c'est bon. ouais, mais enfin. après, Ah bah, comme beaucoup de choses, ce qui est intéressant, c'est d'être le premier. Le problème pour moi, c'est pas l'auteur. Hein. Là, le problème, c'est pas l'auteur, c'est l'académie des concours. Est-ce que ce serait C'est pas un eux qui but chient dans la colle. Hein. de démocratiser, de dire, vous voyez, en fait, un concours c'est facile à lire, donc maintenant, tous les Mais ans, arrêtez de un penser qu'un concours n'est pas concours c'est forcément pompeux. difficile à lire parce que c'est un roman. Enfin, en règle générale, c'est un roman qui gagne. Parce que c'est de la fiction. Et surtout que le concours, qu'il soit facile ou pas à lire, les gens vont l'acheter en fait. Bien sûr. Je veux dire, mais par contre, ce qui est vrai, enfin ça c'est une hypothèse que j'ai, c'est que de tous les livres qui étaient présentés apparemment, d'après l'association des libraires, qui est une association assez importante, c'était le plus entraînant et le plus simple à lire. Et je me demande si cette année 2020, qui a été particulièrement difficile pour les libraires, l'Académie des Goncourt n'a pas eu une sorte de lobbying qui a essayé de trouver le livre qui serait le plus vendeur et le plus simple à lire, dans le but de le relancer le plus Et facilement. il est par rapport aux autres les ventes. lauréats du, Et je me demande qui si étaient c'est- présents. Et si il c'est est à la pas- mode. et là, on serait dans une mise en abîme de 2020, dans le 2020 du livre, qui serait de faire en sorte de sortir le livre qui aiderait le plus les libraires et de plus Mais- relancer la vente des livres. Mais en plus de ce que vous expliquez, il a l'air d'être à la mode. Enfin, Ils étaient tous à la mode, que ce soit Thésée et sa vie nouvelle, l'historiographie du royaume, les impatients de Djali Amadou Amal qui a eu finalement le concours des lycéens, qui d'ailleurs a été créé par la FNAC, hein, ça, voilà, il faut le savoir. Donc voilà, ils étaient tous dans le thème. Après celui-là c'était le plus le plus facile à lire Bankable. et c'est le plus bankable et les anglicismes là Le plus Ils ont dû- bankable. ils ont bon là l'anglicisme est intéressant parce que il est fait pour être mis en série et également ce n'est pas par hasard pour que la majorité du livre se passe à New York. Or rien ne justifie que ça se passe aux États-Unis. Ça pourrait se passer partout, que tous les noms, même français, sont des noms qui pourraient très bien fonctionner à l'international. Le personnage, entre guillemets, principal, c'est Victor Yes. Mizel en français, Mizel en anglais. Il n'y a pas Jacques Martin. Ça a été vraiment conçu, ça se sent, j'ai l'impression d'avoir regardé une série. Un Américain peut l'ouvrir et se dire ouais, c'est des Américains en fait, et c'est très vendeur auprès Bien sûr. d'une boîte de prod américaine. On peut vraiment imaginer que le jour où l'éventuelle série Netflix sortira, que ça va être l'anomalie, la série Netflix surréaliste du prix Goncourt 2020, et que ensuite il y aura une réédition du bouquin avec le bandeau rouge, le livre de la série Netflix événement. Bien sûr, mais clairement. Et que du coup les mecs qui connaissaient pas, qui vont voir la série Netflix, vont se dire putain je l'ai acheté, comme ça à la fin de chaque épisode je vais lire le passage du bouquin qui... Et en cela commercialement et C'est génial. pour le libraire et pour le marché du livre, C'est génial. c'est très bien Mais- vu, et pour une année encore une fois 2020 qui a été très compliquée pour les libraires et pour le monde de l'édition, c'est une bonne carte. Ce serait hallucinant, ça voudrait dire que c'est un livre qui a été inspiré par des séries, qui deviendrait lui-même une série, qui deviendrait lui-même un livre. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est notre hypothèse. Parce que là, de tout ce que vous expliquez, enfin, clairement, le scénario tel que C'est un fait, storyboard, comme tu avais dit, Et référence. c'est c'est quelque un- chose qui est un plutôt bon story- commun, même Un dans bon les storyboard, séries. bien sûr. C'est vraiment quelque chose. Enfin, il y a plein de séries françaises même qui prennent ce concept de les personnes qui disparaissent et puis qui reviennent. Il y a plein de Ah, séries c'est aussi vraiment françaises un qui roman arrivent, enfin, De son époque. Il a compris son époque, tant d'un point de vue des problématiques que même la culture populaire. Il a compris la culture populaire de l'époque. Il l'intègre dans la littérature. Pour moi, c'est la culture populaire qui rentre dans la littérature. Ouais. Désolé pour cette petite coupure liée à la technique. On est de retour et après avoir vu notamment le fait que le livre a été quasiment écrit pour être adapté en série, il est vrai qu'on a beaucoup parlé de son histoire, mais on n'a toujours pas abordé la fin. La fin n'est somme toute pas très surprenante, mais elle est ce qu'elle est. Donc voilà, à la fin,
c'est relativement stylisé. On nous parle d'un avion de chasse qui s'apprête à armer un missile. On comprend qu'il y a encore un autre avion. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, exactement, encore 3 mois, mars, juin, septembre. Donc on comprend qu'il y a un autre avion Air France qui va encore se poser aux États-Unis. Et il semblerait que la décision ait été prise par le président américain d'abattre cet avion. Donc on suit parallèlement la destruction de l'avion. On explique que le pilote va armer le missile, et en même temps on fait des points sur les différents personnages. On a un qui boit un café, d'autres qui sont heureux, d'autres qui connaissent une vie difficile parce qu'ils se sont rendus compte grâce au double que leur enfant a été violé par leur Il a père. réussi quelque chose de très cinématographique pour le coup, où vraiment on peut imaginer ces scènes où il y a une scène principale, Oui, un peu au exact. ralenti. Ah oui, c'est Faut très imaginer- cinématographique. Hein. Faut imaginer un missile qui s'approcherait petit à petit Avec de le- l'avion, avec le pilote qui De sentirait, temporalité. qui verrait ce qui temporalité, se passe. ouais. Et en gros, ça durerait 2-3 secondes au ralenti. Ouais. Et en passage, le temps qu'on voit le missile se rapprocher, on verrait des flashs de chaque personnage qui, dans sa nouvelle vie avec son double, après cette ellipse de 3 mois, et on fait des switches comme ça, et des cuts, et on voit le missile qui s'approche, Voilà. qui s'approche, et petit à petit, de plus en plus, ça s'accélère. Donc vraiment des jetons à la Nolan. Ah oui, mais clairement, Oui, oui. moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est du Nolan. Jusqu'à la fin, on comprend que l'avion se fait abattre et que finalement il semblerait Qu'est-ce qui se passe? que la simulation s'arrête et on n'arrive plus à le lire, les lettres s'effacent. Je vais montrer à la caméra la fin du livre, et donc on comprend que finalement, oui, on était bien dans une simulation, que l'humain a échoué et que la simulation simplement s'arrête parce qu'on ne peut plus lire. C'est donc la fin. Ça vous a plu ça, ce petit jeu de lettres? Non. Moi je l'ai pas aimé. Pas vraiment, non. Non, et d'autant plus que en ouvrant le livre de manière aléatoire, on tombe forcément sur cette dernière page qui saute aux yeux et qui en soi est quasiment un spoiler de... Mais j'ai pas aimé du tout, surtout que ça m'a rappelé un souvenir de lecture douloureux d'une série de livres de Bernard Werber Mhm. que j'aime beaucoup, et la série était géniale. En fait c'est une pentalogie qui démarre des Thanatonautes à la découverte de l'au-delà et qui finit justement dans l'au-delà avec Dieu et comment Dieu gère tout ça. Et à la fin, il y a un jeu graphique aussi, et qui en fait était complètement inutile. Parce que bon, si vous voulez le lire, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe. Mais en gros, tu es en train de comprendre ce qui se passe. Et du coup, pour appuyer ce qui se passe, il y a un effet graphique dans le livre. Et pour moi, c'était complètement inutile. Et pour moi, on n'a pas à voir ça dans un livre. Moi j'ai l'impression que cette fin elle est faite parce qu'il ne savait pas comment terminer, qu'il avait ouvert des thématiques qui en plus n'a pas été en profondeur dedans, ça j'ai pas arrêté de le répéter, et que du coup il ne savait pas résoudre cette chose là, qu'il savait pas quel sens mettre à tout ça, et donc il fallait une fin brute mais qui soit un petit peu originale pour aller Visuel, il fallait littéralement visuel, c'est un mauvais jeu Ouais. de mots. Et en même temps qu'il soit un petit peu au pied, puisque justement on termine sur quelque chose, on a une déstructuration du Ouais. langage. Et j'ai même. Est-ce que tu as cherché du sens dans les lettres? Alors, j'ai cherché, moi j'en ai pas trouvé. Moi non plus, mais je me suis au moins C'est cassé la possible tête qu'il y en ait. 15 minutes. Je me j'ai dis, pas est-ce trouvé. qu'il y a une formule mathématique par Ouais. exemple qui permettrait de remettre les lettres et en fait on trouverait quelque chose? Je ne sais pas. Moi je pense que c'est une allusion très claire à Pérec et à un jeu avec la disparition justement. Ouais. Et on est dans la disparition à ce moment-là. La fin se fait en triangle avec le mot fin qui apparaît, c'est le dernier mot. C'est Hein. vrai. Le mot de la fin est fin. Moi je m'étais amusé à faire une sorte de petit sablier avec, où en fait on arriverait peut-être à un nouveau relancement Moi je trouve que ça ressemble plus à une chatte. sur une disparition de Pérec. Pour aider les auditeurs à pouvoir justifier pourquoi la fin se termine comme ça auprès de leur repas de famille, je vous lirai ce petit passage où la fin est annoncée en fait au milieu du livre. Un moment où ils expliquent cette théorie-là. Il est dit: je pense même que nous sommes confrontés à une sorte de test.
pour aller plus loin, c'est peut-être parce que nous pouvons désormais envisager l'idée des programmes que la simulation nous propose ce test. Et nous avons intérêt à le réussir, ou du moins en faire quelque chose d'intéressant. Parce que si nous échouons, les responsables de cette simulation pourraient bien tout éteindre. Donc bon, on a la réponse qui est donnée, et donc on a échoué parce qu'on a mis fin à ce processus. Là, c'est quand même triste, ça veut dire que dans les 10 théories, il en choisit qu'une, Qui est forcément la bonne. qui est en fait la bonne. Oui, oui. Mais c'est... Et les autres théories, on les connaît pas. Hein. Mais en fait, Il y a un truc qui est encore pire à un moment, je vais te le retrouver. On fera peut-être pas en détail cette partie-là. Non mais j'ai vraiment l'impression qu'il a écrit au fur et à mesure le bouquin et qu'il s'est dit bon Non, comment je fais pour au finir. contraire, Je pense pas, il non. avait son Non. truc, il a construit autour. Moi, c'est plutôt mon avis, il a fait l'inverse. Par contre, là où il y a une contradiction assez importante, c'est que quand ils discutent finalement de justement ce test, ils disent que c'est pas un test au niveau de l'individu, c'est un test au niveau de l'humanité. De l'humanité, Qui va voilà. faire l'humanité de cette information-là. Et pourtant, le ratage, c'est le ratage d'une personne. Ah, voilà, Le président bah, des États-Unis qui décide qu'effectivement, exactement. bon bah, c'est Ouais. trop compliqué. Et en Et plus, là, on cette pourrait- décision, Il y a un chapitre qui s'appelle Epur si muove. C'est du latin. Donc Epur si muove. Moi je l'ai remodifié en si pauvre et mauvais. Et c'est un passage où il y a un ensemble de théologiens qui est réuni. Ah, Alors il y a un sunnite, un chiite, un salafiste, un rabbin, un rabbin traditionnel et un un moderne. libéral et Libéral. un orthodoxe, un catholique, un protestant, un orthodoxe, Un deux bouddhistes, Deux bouddhistes. un Theravada et un Mahayana. Ils se retrouvent tous et le but c'est de trouver un consensus théologique et métaphysique à cette chose-là. On se dit, Ah, le voilà Yes le moment on qui va, m'a avoir fait du réfléchir. on va avoir du Saint-Augustin, on va avoir du Saadi, On va avoir du grand véhicule, petit véhicule, du Bah Bouddha, oui, il va se passer des choses. de la Kabbale, ça va être cool. Alors Ouais, ça la fait, Ouais. ça fait, laissez-moi compter, 3, 4, ça fait 8 pages. autant pour moi. Ça fait 8 pages. Ah Donc, alors, je Espace. suis désolé, je vous spoil comment ça se passe. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, le FBI qui est présent va dire voilà, est-ce que vous pouvez échanger? Ça, c'est la première page. Deuxième, troisième page, on a du name dropping de théologiens et d'exégètes d'un peu toutes les traditions. Quatrième, cinquième page, toutes les religions s'engueulent entre elles en disant ouais, mais ça c'est ta faute parce que t'as fait la guerre, machin, machin, machin. On a un petit rebond avec les bouddhistes qui reviennent très pacifiquement en disant nous pensons que nanana. Et en gros, grande critique des religions, même les bouddhistes se mettent à accuser les autres de faire ça. Bref, la grande critique de la religion qui est de dire ils ne trouvent pas de consensus, tout ça, blablabla. Et là, ils en trouvent un mini en disant bon écoutez, on est d'accord pour dire que ça ne peut être qu'une création de Dieu, pas de l'homme, parce que ce Dieu crée. Et là c'est génial. On est déjà déçu au plus haut point. Et on arrive à un moment où, voilà, j'ai une autre demande sur un concept, l'âme. On se dit ah, là ça va être Voilà cool. Dolide, On nous va- voilà. On va avoir de l'aristotélicisme, on va avoir du Leibniz, on va avoir du Berkeley et du matérialisme. Et là, oui, je ne saurais la définir, mais c'est un principe essentiel, n'est-ce pas? Un grand jeu avec l'essence et tout. Bah, là, tu te dis, C'est ça y est, essentiel, parti. mais compliqué, dit le sunnite. Puis-je développer? C'est à quoi le FBI Oh, dit pas le temps. j'ai tout mon temps. Vous êtes toujours pas- Saut de ligne. La réunion dure 2 heures. 2 heures à la fin desquelles rien n'est réglé. Voilà. C'est comme qui dit la preuve modique, elle est comment? Elle est complexe. Voilà. mais après, en vrai, son roman, il est clairement anti-religion. Et il suffit de voir effectivement. Non, donc, mais non, je pense Il est pas. aussi autant religion quand il y a américain, non, c'est vraiment le niveau zéro de la critique religieuse. Franchement, Mais et là aussi, je trouve que l'intérêt de le déplacer, l'intrigue aux États-Unis, c'est que du coup, là je vous spoil aussi un peu, à un moment il y a des fanatiques qui n'écoutent oui. pas. Donc, Oui, voilà. ouais. Des Bah, fanatiques qui un n'écoutent pas double du coup. qui va se faire tuer. ouais, alors Exactement. le double c'est intéressant parce que le double qui finit dans le. J'ai pas besoin du livre en plus. Le double qui finit par croire à une grande apocalypse et qui va sortir la calage pour aller buter un des doubles sur un plateau, sur un talk show. Encore une fois, on a le truc, mais en plein milieu de la phase parce que qu'est-ce qui se passe il s'appelle David, je crois. à fait. David c'était le pilote, mais je crois qu'il s'appelle David peut en aussi. avoir deux. Et il se passe qu'il y a un moment avec David, Paul et Esaïe.
Waouh. On se dit waouh, c'est génial, c'est le nom de 3 personnages. Il fallait qu'ils le mettent dedans pour le mettre en lien avec le phénomène religieux, quoi. Et l'avantage de positionner René. donc l'intrigue aux États-Unis, c'est que Ouais. du coup c'est des intégristes catholiques, ou en tout cas Ah, l'aspect oui. chrétien. Encore une Ça fois, aurait- le livre est vraiment dans l'air du temps. Ah bah Cam, il en a l'air du temps et il prend des risques. Moi je dis prend qu'il a des pas les risques. couilles. Ouais. Bah, il aurait fait en Donc France, il aurait eu des déplacer l'intrigue problèmes. en France, ça aurait posé problème, parce que du coup C'est vrai. on n'a pas les mêmes intégristes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça et je suis encore plus déçu. Merci Polo. Merci. D'ailleurs, pour avoir mis des intégristes catholiques dans son bouquin, l'auteur est aujourd'hui sous protection policière en permanence. Bah, il a travaillé avec Charlie Hebdo. Enfin bon. Messieurs, je pense qu'on se rend doucement vers la fin, qu'on fasse un petit récap. Parce que c'est vrai qu'on on a passé du vitriol là sur le livre, et à juste titre. Néanmoins, j'aimerais juste vous donner ma conclusion et qu'on échange sur ça. Pour moi, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier est un bon livre, mais un mauvais Goncourt. Du moins, si on estime que le Goncourt est censé être le pinacle de la littérature francophone. Donc voilà, c'est un livre qui se lit, c'est un livre d'été, j'ai quasiment eu chaud, j'ai senti le sable entre mes orteils en le lisant, parce que c'est typiquement un livre qu'on va acheter à l'aéroport pour le lire. Pour le lire dans l'avion. Pour le lire dans l'avion, Ouais, ouais. Voilà. Plutôt d'accord. C'était c'est le agréable à premier- lire. Voilà, qui met du style télévisuel dans son écriture, du moins j'ai l'impression que c'est le premier livre que je lis Je pourrais qui pas dire s'inspire pour les de autres. ça. Et je me dis, s'il y a quelque chose de positif à en tirer, peut-être que c'est... Si ça a permis à certains Ouais. de se poser certaines questions, s'ils veulent aller plus loin dans les problématiques liées par exemple à des théories philosophiques, au matérialisme, à la théorie de la simulation, alors peut-être qu'on pourrait les orienter vers, voilà, je vois qu'il y a discours de méthode de Descartes qui est là, sur qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que être. On pourrait penser à Diderot également, ou Moi je conseillerais le traité de métaphysique ou la monadologie de Leibniz, Ouais. qui est pas proprement sur les matérialismes, mais qui est très intéressante là-dessus. ainsi que Simulation et simulacre de Baudrillard aussi, si Ouais. jamais on veut se pencher Sur les sur ça. questions plus transhumanistes et très réalistes, moi je renvoie sur Francis Fukuyama, qui est l'auteur qui a écrit La fin de l'histoire, qui est très connu pour refaire une critique de la dialectique hegelienne au niveau mondial, mais aussi qui a fait La fin de l'homme, et qui a été écrit en 2000, et qui est extrêmement intéressant sur les questions transhumanistes et les questions éthiques qui en arriveraient. Et sur tout ce qui est aspect thriller ancré en réel, bon, allez lire du Cussler ou du Tom Clancy si vous voulez faire un honnête, voilà, un roman qui se lit bien, mais qui au moins a ce mérite d'être ancré d'autant de réalisme. Pour ce qui est de tout ce qui est paradoxe, spatio-temporel, voyage dans le temps, Moi je, Arthur C. Clarke, ouais. Moi, je renverrais au Voyageur impromptu de Barjavel. oui, René Barjavel, Mhm. la fin du tigre aussi. Enfin, une bonne partie de Barjavel est extrêmement intéressante à ce niveau-là. Moi, j'ai aimé comme vous. J'ai aimé comme vous le livre. Alors, peut-être la différence que je vais avoir avec vous, c'est que j'ai peut-être moins d'estime que vous pour le prix Goncourt. C'est peut-être parce que mes parents m'interdisaient de lire des prix Goncourt quand j'étais petit. Du coup, moi, je dirais que c'est le meilleur prix Goncourt que je n'ai jamais lu. Mm. Et après, pour des conseils de lecture, notamment tout ce questionnement de dire qu'est-ce qui se passe quand on rencontre son double. Il y a un très bon film de Denis Villeneuve qui s'appelle Ennemi. Denis Villeneuve, celui qui a fait le dernier Blade Runner et qui va bosser sur Dune. Ouais, faire Dune. et qui a fait un film qui s'appelle Ennemi, où le personnage principal est joué par Jake Gyllenhaal. En général, quand tu as un film avec Jake Gyllenhaal, c'est bien. C'est aussi bizarre. Et effectivement, là, il rencontre vraiment son double. Et après Polo, je te laisse la main, mais c'est vrai qu'il y a un peu de sexualité dans le livre, dans
l'anomalie, une sexualité qui est juste nulle et morose, et là on avait évoqué rapidement Houellebecq, et il omet totalement une question que je me suis posée, c'est si ces doubles couchés entre eux, serait-ce de la masturbation ou un acte sexuel à part? Je partirais sur non pas de la masturbation, parce qu'effectivement, vu qu'il y en a un des deux qui a quand même 3 mois d'expérience supplémentaire, c'est suffisant, je pense, pour créer 2 individus à part. Donc, C'est vrai que le polo de dans 3 mois n'aura rien à voir sexuellement. Exactement. Ah, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je dis non. Eh ben, on se dit à dans 3 mois pour le Merci à tous. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ce moment-là. Ça m'a donné envie de refaire d'autres émissions littéraires, peut-être avec des bouquins avec un peu plus de panache, un peu plus de cuisse. Pour vous aider à briller en société. Exactement. Clément. Alors, pour quelqu'un qui aime pas trop lire et qui a pas lu le livre, ça m'a pas donné envie. Et je resterai sur mes séries et mes films qui ont l'air nettement mieux faites, avec une meilleure conclusion. Et donc, je voulais vous remercier quand même pour avoir essayé. Mais non, moi vous ne m'aurez pas convaincu. Oui, mais je pense que grâce à nous, tu sauras en parler tout autour de toi maintenant. En effet. Comme si tu l'avais lu. Exactement. Et on sera vraiment très heureux de pouvoir te recevoir sur le plateau pour que tu nous parles après de la série The Anomaly. Ah bah oui, parce que je la regarderai sûrement pas, mais je pourrais en Tu parler. pourras nous en parler. Exactement. Donc, nous qui ne l'aurons pas vu, n'aimant pas les séries, mais aimant les livres, Voilà. je pourrais faire croire que j'ai vu cette série. Exactement. Nico, t'as un dernier mot pour conclure? Disons que effectivement le fait d'avoir reparlé du bouquin et de m'être replongé dedans, ça m'a pas forcément donné envie de le relire. Et par contre ça m'a donné très envie de faire une nouvelle émission littéraire. Ok. Très bien. Écoutez, Eh ben, on très se dit bien. À bientôt alors. À bientôt mes petits croissants. À bientôt. Bisous. Au revoir. Salut.